démarrons cette première tasse actu avec la répartition des 3 milliards de francs CFA alloués aux écoles privées dans le cadre du fonds Force Covid-19. Le comité de suivi s'est dit satisfait du travail effectué par le ministère de l'Éducation nationale. L'équipe du général François Ndiaye a été reçue par le ministre Mamadou Talla. Suivons à ce propos les réactions de Massamba Sey. Il est membre du comité et Mamadou Talla, ministre de l'Éducation nationale, au micro de nos confrères de la DIRPA. De ces fonds-là, qui a touché plus de 2400 écoles donc, du privé, toujours donc, dans l'éducation nationale, et avec, comme il l'a rappelé, toujours un plafond des montants allant de 670 000 jusqu'à 8 millions. Je pense qu'aujourd'hui, nous ne pouvons que nous satisfaire donc, de ce type de répartition-là. Mais aussi rappeler aussi qu'actuellement, vu qu'il y a un bruit énorme, en tout cas en ce qui concerne aussi les établissements privés avec aussi certains parents d'élèves, je pense que d'après les informations que nous avons recueillies aujourd'hui du ministère, nous ne pouvons aussi que trouver que le ministère a bien joué son rôle, quoi qu'on puisse dire, parce qu'à l'installation même de leur comité donc, qui est chargé donc, de la répartition donc, de ces fonds-là, il y a eu une inclusion de l'ensemble donc, des associations, des parents d'élèves, des patronats donc, des secteurs privés. Des clés de répartition avaient été faites en tenant compte d'abord des élèves, le nombre d'élèves et le nombre d'enseignants, 60 et 40%. Et deuxièmement, des critères au niveau des textes. Pour postuler, il faut d'abord que l'école, que l'établissement soit autorisé ou reconnu ou qu'il ait donc un récépissé qui leur permet donc de commencer le travail. À ce jour, nous disons que ça s'est très bien passé parce que nous n'avons pas eu de réclamation. Ces 3 milliards ont été distribués. Nous avons noté ça et là quelques doublons. Et ces doublons, on les a identifiés et donc leurs chèques ne sont pas encore partis. Donc je me satisfais en tout cas de ces rencontres extrêmement importantes. Nous allons à présent à Saint-Louis où le ministre des Infrastructures des Transports terrestres qui invite les chauffeurs et transporteurs au respect des gestes barrières sous peine de mettre en danger leur secteur avec d'éventuelles restrictions. Évidemment, nous parlons de la pandémie de la Covid-19. Nous voyons cela dans cette correspondance signée Ousseynou Diop et Habib Seck. Le ministre des Infrastructures, des Transports terrestres et du Désenclavement, Mansour Faye, a profité de la cérémonie de remise de l'appareil échographique destiné aux femmes d'Ingalel pour se prononcer sur la deuxième vague de la Covid-19. Il a appelé les transporteurs et usagers au respect strict des mesures barrières édictées par les autorités. Pour appeler les transporteurs à observer les mesures barrières, puisque le transport est un véhicule de transmission et de contamination de cette maladie, il faudrait que nous en prenions conscience et arrêter cela. Sinon, c'est l'économie qui va s'arrêter. Selon le ministre du Transport, la première vague de contamination et les mesures prises ont bouleversé l'économie nationale. Mansour Faye invite les chauffeurs et transporteurs à s'approprier des mesures. Si nous ne ferions pas les pas nécessaires, mais la maladie elle-même va s'installer et c'est l'économie qui va s'arrêter. Et ce sera la catastrophe, je pense, le président l'a bien rappelé. Donc c'est à nous, vraiment, donc à nous, population, donc, de prendre les mesures appropriées. Cette cérémonie a permis aux femmes des sociétés d'eau d'appuyer le quartier d'Ingalel qui vient de bénéficier pour la première fois d'un appareil échographique d'une valeur de 8 millions de francs CFA. Comme vous le dites, nous sommes venus ici à Ingalel, à Saint-Louis, pour offrir cet important matériel médical qui est une échographie. Nous l'avons fait parce que l'amicale œuvre dans le social. Nous collectons des fonds, nous organisons des manifestations pour, au finish, aider les femmes, nos collègues, nos sœurs. Lors de cette cérémonie, les différents orateurs ont appelé la population du Nord au respect strict des mesures barrières pour stopper la chaîne de contamination de la Covid-19. Nous allons à Kayar à présent où les pêcheurs, les acteurs de la pêche plutôt, qui veulent mettre en place un programme pour lutter contre certaines pratiques de la pêche. Le constat est que l'on assiste de plus en plus à la dégradation des habitants marins et la raréfaction de certaines espèces. Les détails avec cette correspondance signée Anta Diop et Seyla Tira.
Le conservateur de l'aire marine protégée de Kayar et l'ensemble des acteurs de la pêche se sont regroupés à la mairie de Kayar pour mettre en œuvre un programme de gestion durable des ressources. Au niveau de Kayar, compte tenu quand même de l'exploitation des ressources, à la dégradation quand même des habitats marins, donc ce projet permettra de renforcer ces initiatives de réhabilitation des habitats marins, l'important programme d'immersion des récifs artificiels à la mer, interdire à tout moment les pêcheurs, ne serait-ce qu'avec les récifs, ils seront contraints d'éviter de pêcher au niveau de ces zones-là. Mais aussi dans la restauration quand même de ces bandes de filao, de pouvoir permettre à ces tortues marines qui remontent au niveau de la bande pour retrouver quand même les endroits, les lieux idéaux pour quand même la ponte et la reproduction. Les informations de base sur ce qui se passe réellement sur le terrain, l'évolution des espèces et les menaces aussi qui pèsent sur eux, ça va permettre d'élaborer des plans de gestion qui sont adéquats et également de prendre des décisions pour faire face aux défis que nous avons avec nous pour la gestion de la conservation, particulièrement à Kayar. La pêche illégale, le braconnage, une problématique soulevée par les pêcheurs de Kayar. Ici à Kayar, nous sommes dans un village où nous prenons beaucoup de risques pour sauver la mer. Il nous arrive d'avoir des problèmes très sérieux pour cette soi-disant sorte de pêche illégale, le braconnage, ainsi de suite. Même des baleines qui s'échouent. Tout ça, c'est à cause des filets dormants qu'on appelle filets. Au regard de toutes ces difficultés, des récifs artificiels seront installés en mer pour la reproduction des poissons. Et puis avant l'actualité internationale, le groupe intergouvernemental de lutte contre le blanchiment d'argent en Afrique de l'Ouest qui exhorte les pays membres à sécuriser leurs frontières. Le GIABA estime que la porosité de ces frontières ne facilite pas du tout la lutte contre ces fléaux que sont le blanchiment d'argent et le terrorisme. Il invite aussi les États à diligenter des enquêtes contre les délinquants financiers. Le GIABA a fêté ses 20 ans d'existence ce week-end. On écoute son directeur général interrogé par Abdourahmane Diallo et Salihou Faye. Nous faisons face également aux activités terroristes qui sont de plus en plus récurrentes dans notre espace. Et tout simplement parce que nos systèmes ne sont pas au point comme on le voudrait bien. N'oubliez pas également la porosité des frontières est un facteur important favorable à l'activité des terroristes. Donc il y a autant de défis qui doivent être relevés par le GIABA pour permettre, et ses États membres, pour leur permettre d'être en phase et de contribuer à la sécurisation de nos États membres et assurer la paix également à nos États membres. La 22e réunion du comité ministériel a pour objectif de rendre compte des activités que le GIABA a menées depuis novembre 2019 à novembre 2020. Et ce sera l'occasion aussi de plaider et sensibiliser davantage le ministre de tutelle pour qu'ils prennent l'engagement afin de donner les impulsions nécessaires dans leurs États membres pour permettre aux acteurs qui sont engagés à diligenter les enquêtes, faire des enquêtes pour pouvoir dépister les actifs criminels, procéder aux saisies et faire des recouvrements de ces actifs criminels. Actualité internationale, à présent avec vous, Mamadou Fall, direction la Côte d'Ivoire, avec l'investiture d'Alassane Ouattara pour son 3e mandat. Alassane Dramane Ouattara Cheikh-Tidiane prête serment donc ce lundi 14 décembre pour un 3e mandat présidentiel à la tête du pays. Une cérémonie sobre avec 300 invités se tiendra au palais présidentiel d'Abidjan, à laquelle sont annoncés plusieurs chefs d'État africains, dont le Béninois Patrice Talon, mais également le Togolais Faure Gnassingbé, le Congolais Denis Sassou Nguesso, le Ghanéen Nana Akufo-Addo et le Sénégalais Macky Sall. Ouattara prête serment. Son rival, lui, a fait face à la presse pour dénoncer le viol de la Constitution. Le président Henri Konan Bédié n'accepte toujours pas la victoire d'Alassane Dramane Ouattara. Nous l'écoutons. Alassane Ouattara voulait par tous les moyens et à tous les prix s'imposer au pouvoir alors que notre loi fondamentale ne l'y autorise pas. La première responsabilité du président de la République dans notre pays
est de respecter la loi et de la faire appliquer à tous les citoyens sans distinction. La Constitution, votée par tous et promulguée par le président de la République, lui-même est sacrée. Le cardinal Jean-Pierre Coutois a appelé dans un message le 14 novembre dernier cette maxime latine bien connue, et je cite, « Dura lex, sed lex », ce qui veut dire « la loi est dure, mais c'est la loi ». Cette pensée, a-t-il indiqué, invite au respect de la loi, même quand elle nous contrarie et va à l'encontre de nos intérêts du moment. En violant notre loi fondamentale, l'actuel chef de l'État a fait le choix de se soumettre à une sorte de verdict populaire. Henri Konan Dédié, donc Fatih, qui dénonçait la violation de la constitution ivoirienne. Merci, Maud. Au Niger, au moins 27 personnes, selon un responsable interrogé par l'AFP, ont été tuées dans la nuit du samedi à dimanche dans la localité de Tamour, dans la région de Difa, le sud-est du Niger. Selon un responsable donc, du département de Bosso, dont relève cette commune, cette attaque aurait été perpétrée par le groupe Boko Haram en début de soirée. Près de 70 hommes armés sont arrivés dans la commune et tiré, incendié des milliers de maisons ainsi que le marché central. En Algérie, le président Abdelmajid Tebboune est apparu ce dimanche à la télévision publique pour la première fois depuis près de 2 mois. Il a été hospitalisé en Allemagne fin octobre puis être soigné du coronavirus. Plusieurs fois, les autorités algériennes ont annoncé son retour prochain, mais son absence prolongée n'a cessé d'alimenter les rumeurs sur son éventuel décès. Le journaliste et écrivain italien Corrado Ozias a annoncé ce dimanche qu'il allait restituer, c'est lundi, aujourd'hui donc, sa Légion d'honneur en signe de protestation à celle accordée au président égyptien Abdel Fattah al-Sisi, qualifié de complice d'atroces criminels. En Afghanistan, les talibans ont lancé la nuit dernière une série d'attaques contre des points de contrôle dans la province de Kandahar, dans le sud du pays. Des attaques simultanées menées dans 5 districts autour de la capitale provinciale. Les autorités afghanes disent avoir repoussé l'offensive et avoir tué 51 combattants talibans. En Syrie, de violents combats opposent l'armée et ses alliés au groupe État islamique dans le désert de la Badia, dans le centre de la Syrie. Les affrontements ont fait au moins 22 morts dans les 2 camps ces dernières 24 heures selon l'Observatoire syrien des droits de l'homme. Et on termine aux États-Unis. Les grands électeurs votent officiellement pour Joe Biden aujourd'hui en temps normal lorsque les 538 grands électeurs se réunissent. Donc toute contestation doivent être tranchées. Et les présidents sortants et ses successeurs ont déjà entamé une transition paisible. Mais Donald Trump refuse toujours de reconnaître sa défaite. Il essaie même de mettre la pression sur certains grands électeurs, les poussant donc à ne pas respecter les résultats. Cheikh Diandiaw, c'est tout pour cette page internationale. Merci à vous, Maud Fall. Fatih, c'était là la première tasse actu de ce matin. Chérif Dia, une petite provocation. Une cérémonie de prestation de serment avec plus de 300 invités. On parle de sobriété dans un contexte Covid. Oui, bon, quand même, mais par contre, en Afrique, on a l'impression, au Sénégal, où on continue quand même à faire le point sur le Covid, etc. Beaucoup de pays, quand même, continuent à vivre comme si, avec le virus. Ouais. Parce que ça aussi, il faut le faire. La vie continue. Je pense que le virus ne peut pas empêcher les gens de vaquer à leurs occupations ou quand même de mener leurs activités. Parce que quand même, c'est une rencontre importante où les chefs d'État vont encore être présents aux côtés du président Ouattara. On a vu même sa réélection, il y a eu beaucoup de problèmes, mais malgré tout, c'est des amis, comme on dit, syndicats de chefs d'État. Donc quand quelqu'un convie les autres à une investiture, oui, après, on va aussi assister à une autre investiture, celle de Marc Kaboré, le Burkinabé aussi, qui a été réélu récemment. Après, ils vont se rendre au Ghana pour assister à celle de Nana Akufo-Addo. Non, Niger, le président n'est pas candidat, donc
Merci. C'est ça, comme l'a dit Chérif, c'est un syndicat des amis qui se soutiennent entre eux, c'est ça. Merci beaucoup à nos gars sur Mamadou Fall et Cheikh Tidiane Diao qui vous ont servi la première tasse Actu. Rendez-vous dans cette deuxième partie pour la version Wolof. Tout de suite, retrouvons Mortala Gueye pour la revue des titres.